Lorsque Guillaume Husson est venu nous trouver à Livre Hebdo pour nous parler de la manière dont allaient s'organiser les rencontres de la librairie, il regrettait en fait de ne pas avoir pu lancer une étude qui mette en avant des expériences qui se déroulaient à l'étranger. Et c'est un sujet ça nous a tout de suite interpellés parce que, comme vous le savez, Livre Hebdo essaye régulièrement dans ses pages de mettre en avant ce qui se passe à l'étranger dans tous les domaines que nous couvrons, aussi bien l'édition que les bibliothèques et également les librairies. Mais sur les librairies, c'est vrai qu'il y a un peu un déficit, il y a un déficit d'études, alors qu'il y en a beaucoup plus sur l'édition au niveau international. Et donc, on a tout de suite été très intéressés à l'idée de mener cette étude. Et le Cercle de la librairie et son président Denis Mola ont accepté tout de suite d'assurer son financement, de la soutenir, ce dont nous les remercions. Et donc, cela a permis de déboucher sur le travail que nous allons là vous présenter. Alors, c'est une étude qui porte sur 6 pays qui ont été choisis. Enfin, on a cherché à équilibrer un petit peu les choses. On a 2 pays de prix où le régime de prix est libre, les États-Unis et le Royaume-Uni. Les 4 autres, où à des degrés divers, on est quand même dans des régimes de prix fixes. On a 5 pays qui sont des pays européens et puis on a les États-Unis qui est un exemple différent. Mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de correspondances au-delà des situations particulières. L'étude a été réalisée par 2 personnes. Enfin, on a essayé d'allier les compétences et les talents de 2 personnes différentes. D'une part, Cécile Moscovitz, qui était chargée des études au motif, donc qui a une expérience d'études à travers le motif, et d'autre part Rüdiger Wischenbart, qui est un consultant autrichien, qui lui a une expérience sur le plan international. Il a notamment eu des responsabilités à la foire de Francfort. Ils ont fait un gros travail qui n'est pas facile. Je suis bien placé pour le savoir. Les données ne sont pas toujours comparables, je pense que Cécile va le préciser. Bon, voilà, donc elle va faire une présentation de cette étude. Je vous rappelle que l'étude est téléchargeable sur notre site ainsi que sur le site du Cercle de la librairie. Cécile Moscovitz. Merci beaucoup. Oui, donc justement, je voulais commencer par une remarque de méthode. En fait, donc Rüdiger, Wischenbart et moi, on s'est donc répartis les 6 pays et on a procédé de la manière suivante, en fait, par interview de libraires dans chacun de ces pays, interview aussi des représentants des organisations professionnelles, et puis par le recueil de données sur le marché du livre de ces différents pays, sur les librairies de ces différents pays. Alors, premièrement, ces données ne sont pas toujours disponibles. On ne trouve pas toujours le même type de données pour les 6 pays. Et puis, effectivement, elles ne sont pas toujours homogènes. Alors, c'est important. Et en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand on mène un exercice comparatif comme celui-là, on est forcément conduit à mettre des chiffres côte à côte. Mais l'idée, c'est vraiment de donner des ordres de grandeur. Voilà. Alors, pour poser le décor très très rapidement, quelques éléments de présentation générale de ces 6 pays. D'abord pour mettre en regard leur situation économique respective. Et on voit sans surprise que l'Espagne se démarque avec un taux de chômage de 27,6% pour le premier trimestre 2013. Merci. Et puis ces éléments servent aussi... Ça va ? Ces éléments servent aussi à mettre en regard en fait, la taille des pays et le nombre de leurs librairies. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le nombre des adhérents aux associations professionnelles des Pays-Bas, de l'Allemagne, des États-Unis et du Royaume-Uni qui sert de recensement, en fait, alors que pour la France et l'Espagne, on a des recensements, on va dire, plus larges. Alors, ce que je voulais porter à votre connaissance, en fait, c'est surtout la particularité des Pays-Bas, qui est le plus petit de nos 6 pays, et qui, pourtant, ont l'air de disposer d'un réseau relativement dense, puisque si on a fait le calcul, c'est grosso modo un point de vente pour 11 000 habitants,
Alors par comparaison rapide, la France, ça serait un point de vente pour 22 000 habitants. C'est vraiment des calculs rapides pour, voilà, encore une fois, donner des ordres de grandeur. L'organisation de la librairie aux Pays-Bas, elle est assez intéressante aussi parce qu'en fait, les 3/4 des 1524 points de vente qui sont donc recensés là-bas sont soit des filiales de chaînes, soit des franchisés, comme les librairies Libris, par exemple. Alors en Allemagne, on ne peut pas faire non plus vraiment la différence dans les dénombrements entre les libraires indépendants et les chaînes. Et en fait, l'ensemble des 3573 points de vente correspond à ce qu'on pourrait appeler la librairie générale. Par contre, au Royaume-Uni, l'association des libraires britanniques fait explicitement le distinguo parmi ses adhérents entre les librairies indépendantes et le reste de ses adhérents. Et donc elle compte aujourd'hui, en 2011, 1028 librairies indépendantes. Et 1028 librairies indépendantes, eh bien, c'est 33% de moins qu'en 2005, où elles étaient 1535. Donc voilà, une chute radicale du nombre de librairies au Royaume-Uni. D'ailleurs, la part de marché des libraires indépendants en valeur au Royaume-Uni a aussi drastiquement diminué, c'est-à-dire carrément une division par 2 entre 2008 et 2011. 10% de part de marché en valeur donc, en 2008 et 5% aujourd'hui. Les chaînes aussi britanniques ont vu leur part de marché diminuer, puisque, bon, dans une moindre mesure, puisque c'était 40% en 2008, 33% en 2011, donc ces deux circuits cumulés font 38%, comme c'est noté sur la diapositive, c'est-à-dire à peine 3 points de plus qu'Internet. Voilà. Alors, malgré cela, il y a un trait commun à nos 6 pays, c'est que le circuit de la librairie au sens large demeure prépondérant, même aux États-Unis, pour ce qui est du trade. Alors le trade, en fait, ça désigne l'édition de littérature générale, on pourrait dire, ou l'édition grand public, par différence avec le scolaire et le professionnel. Alors, concernant les marchés nationaux, eh bien, ça ne surprendra personne qu'il s'agisse des chiffres d'affaires de l'édition ou du nombre d'exemplaires vendus. Ces évolutions continuent à être négatives. Alors là, sur ce point, on pourrait faire 2 remarques. La première, c'est que, disons qu'il y a 2 extrêmes. À une extrémité, on a l'Espagne, où la chute de la diminution du chiffre d'affaires de l'édition est de 4% entre 2010 et 2011. Mais si on considère une période un tout petit peu plus longue, enfin 2007-2011, la chute du chiffre d'affaires de l'édition est de 11% et la chute du nombre d'exemplaires vendus de 20%. Et à l'autre extrême, on aurait les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors là, certes, pour des chiffres plus récents, puisque c'est des chiffres qui portent sur l'année 2012, des chiffres qui ont été annoncés très récemment, là, durant le mois de mai. Et là, en fait, bon, voilà, malgré les perturbations qu'on connaît et la concurrence très ardue dans ces 2 pays entre la librairie physique et Internet, il y a une embellie ou une stabilisation du marché. Et par exemple, au Royaume-Uni, alors que la baisse du chiffre d'affaires était de 2% donc entre 2010 et 2011, il y a pour 2012 une augmentation de 4%. Et cette croissance, c'est ça qui est intéressant, est attribuée au numérique. Le numérique augmenterait de 66% au Royaume-Uni, et alors que le marché physique diminue de 1%. Et le numérique représente en 2012 12% et non plus les 8% que vous voyez affichés, qui était un chiffre de 2011. Voilà. Donc peut-être qu'on pourrait dire que dans ces 2 pays, on assiste à une certaine hybridation de l'économie éditoriale. La deuxième remarque, c'est que dans tous les marchés observés ici, eh bien, les grandes chaînes de librairies montrent des signes d'affaiblissement sérieux. C'est le cas de la première chaîne allemande Thalia, qui a dû fermer une succursale à Cologne, une succursale de 1600 m², qui est en train de se restructurer. C'est le cas de la chaîne Selexis aux Pays-Bas, qui a, semble-t-il, échappé de peu à la faillite en 2010 et a été rachetée par un fonds d'investissement. C'est le cas de Borders aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui a fait faillite.
C'est le cas de Waterstones aussi au Royaume-Uni, qui a été revendu par HMV à un milliardaire russe qui s'appelle Alexandre Mammoet. Et voilà. Et bien sûr, c'est le cas en France, on le sait, avec Virgin et Chapitre. Alors voilà, ça serait la fin d'une période de l'expansion des chaînes qui donc souffrent de la domination d'Amazon et même plus globalement de l'évolution des modes de consommation qui donc évoluent à l'avantage de la consommation en ligne. Alors, qu'en est-il de la situation économique des librairies maintenant ? Eh bien, elle est aussi préoccupante dans ces différents pays, sachant que le tissu des librairies est constitué majoritairement de petites librairies, comme en Allemagne, où les 2/3 en fait, ont un chiffre d'affaires inférieur à 250 000 €. Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires moyen serait d'environ 300 000 livres sterling pour l'exercice 2010-2011, et ça serait une diminution de 3% par rapport à l'exercice précédent. En Espagne, le repli du chiffre d'affaires total moyen est de 1,9% en 2011, il était de 7% l'année d'avant, et on évoque pour 2012 des estimations de diminution de ventes en librairie situées entre 12 et 15% en Espagne. Alors, je ne vais pas aller trop loin dans le détail concernant les données financières, et puis on a eu un exposé hier du cabinet Xerfi concernant les données France, mais en fait, on peut peut-être s'en tenir à souligner qu'on retrouve à peu près partout les mêmes estimations de résultats moyens, résultats rapportés au chiffre d'affaires, voilà, entre 0 et 1%, approximativement, ce qui laisse apparaître le peu de marge de manœuvre des librairies en règle générale dans ces différents pays. Concernant les charges, le schéma est globalement le même. On retrouve la même problématique de poids des charges. Alors, entre autres, des impôts locaux et des loyers anglais pour les librairies de centre-ville. L'inflation des impôts locaux et des loyers est rendue responsable de la fermeture d'un certain nombre de librairies, notamment à Londres. Et l'association des libraires britanniques, en fait, tente aujourd'hui d'obtenir une réduction, sans trop d'espoir, ou une exemption même, des impôts locaux en faveur des librairies. Pareil concernant les frais de personnel et leur rationalisation. Et par exemple, là, le responsable de la librairie Diogène à Alcalá de Henares, à côté de Madrid, a diminué le volume global de travail de son équipe entre 6 et 10% depuis 2008, et évidemment les salaires en conséquence, et le sien en premier. Pour clore ce chapitre sur les charges, juste pour dire en passant que les libraires anglais contribuent aux frais de transport uniquement des retours, et les libraires espagnols ni à l'aller ni au retour, à partir d'un volume minimal en tout cas. Alors justement, je voulais passer aux conditions commerciales maintenant. Les conditions commerciales. Les conditions commerciales, oui, qui font voilà. Donc, qui provoquent des remous dans la salle. Voilà, ici j'ai indiqué les principales, et puis évidemment je vous invite à lire l'étude pour plus de détails. J'ai aussi indiqué des éléments concernant les rabais maximum, les prix moyens et la réglementation du prix des livres dans ces pays, les TVA ou l'équivalent. Alors là aussi, je voulais faire juste 2 remarques. Premièrement, évidemment, les remises obéissent partout à la même logique quantitative, mais on ne rencontre nulle part, apparemment comme en France, la notion de critères qualitatifs, même sur un plan théorique ou formel. Et en fait, ce sont des opérations spéciales, des invitations d'auteurs, des grosses commandes, bien sûr, qui conduisent à des points de remise supplémentaires, mais qui sont limités à ces opérations. La deuxième remarque, c'est que dans les pays à prix libre, donc les États-Unis et le Royaume-Uni, les marges doivent évidemment tenir compte des rabais que les détaillants ont le droit de consentir à leurs clients. Mais en fait, au Royaume-Uni, les libraires indépendants ont un assortiment habituellement peu, voire pas soldé. En fait, soit les rabais sont faibles, soit ils sont sur un nombre très limité, très précis de titres,
Parfois, certains libraires accordent des rabais lors d'animations ou d'opérations seulement, ou d'autres, par exemple, font des soldes annuels pour liquider les livres qui n'ont pas pu retourner. Parce que les libraires anglais doivent demander une autorisation avant de retourner les livres. Alors, justement, cette stratégie de démarquage des libraires indépendants anglais par rapport à leurs concurrents qui, eux, pratiquent des rabais massifs, vraiment massifs. Supermarché, c'est moins 50%, Internet, pareil. Des chaînes, peut-être un peu moins. En tout cas, Waterstones, justement, brade un peu moins. Mais enfin, en tout cas, cette stratégie de démarquage me permet d'aborder le dernier point concernant les réponses en fait, qu'apportent les libraires dans cette situation de crise. Alors là aussi, pareil, je vous invite à lire l'étude pour plus de détails concernant les politiques de diversification, d'animation culturelle, de professionnalisation, les efforts vers davantage de rigueur dans la gestion, alors notamment grâce à des outils développés par l'interprofession, parce que voilà, c'est là-dessus que je voudrais insister, sur cette volonté qui, semble-t-il, partagée, de consolider ce que les libraires revendiquent comme étant leur cœur de métier, comme étant d'abord ce qui fait leur cœur de métier, c'est-à-dire proposer un assortiment de qualité, donc peu soldé au Royaume-Uni, un assortiment sélectionné. C'est revaloriser le livre, revaloriser le lieu de la librairie et revaloriser la personne du libraire, son savoir-faire. Alors en le mettant en scène d'abord comme un lecteur, j'ai envie de dire, c'est évidemment mettre l'accent sur la relation client, bien sûr, et ça veut dire montrer qu'on connaît ses clients, ou sa communauté, comme disent les anglo-saxons, ils ne parlent plus tellement de clientèle, mais de communauté. C'est établir évidemment avec eux une relation de proximité, montrer qu'on souhaite les connaître, et c'est partager avec eux le plaisir de la lecture. Voilà. Alors là, s'il ne fallait citer qu'un exemple, ça serait celui d'une... Oui, parce qu'il y en a plusieurs dans l'étude. Hein. C'est pour ça que c'est important éventuellement de s'y reporter, donc de le télécharger sur le site de Livre Hebdo, parce que, bon là, Cécile donne les têtes de chapitre, mais vous avez des exemples concrets dans le cadre de l'étude, en fait. Alors donc l'exemple dont je voulais vous parler, c'est l'exemple d'une librairie anglaise qui s'appelle Mr. B, qui est située à Bath et qui fait fureur en Angleterre, qui est vraiment connue partout parce qu'elle propose des formules assez originales d'animation et notamment des séances de bibliothérapie. Alors, Bath, c'est une ville d'eau, donc elle joue là-dessus, hein, le responsable de la librairie joue là-dessus, et d'ailleurs ces séances s'appellent des Mr. B's Reading Spa. Et donc en fait, ça consiste en la chose suivante, il y a différents tarifs. Par exemple, pour 55 livres sterling, vous avez droit à 1 heure de discussion sur vos goûts littéraires, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. On vous sert du thé, du café, des gâteaux, plein de choses, et des cadeaux. Et à la fin, le client repart avec 40 livres sterling. Donc pour 55 livres sterling, il repart avec 40 livres sterling de livres. Et le responsable de la librairie avoue évidemment bien volontiers que généralement les gens repartent pour plus que ce montant prédéterminé. Voilà. Cette politique commerciale qui vise donc, comme je le disais, je le redis, à souligner l'identité de la librairie, elle est en cohérence avec un mouvement collectif qui s'appelle le Buy Local, dont vous avez sans doute entendu parler. Buy Local, ça veut dire acheter localement. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis, qui a pris auprès des libraires sous le label IndieBound, qui est orchestré aux États-Unis et au Royaume-Uni par les associations représentatives des libraires, et l'Allemagne a pris le relais là, récemment, à la fin de l'année 2012. Alors, pour le définir rapidement, c'est un mouvement en fait qui cherche à valoriser la notion de commerce indépendant, en élargissant la notion de diversité au-delà de son champ culturel, en utilisant des arguments de sauvegarde de l'emploi, en
en appelant à un certain sentiment citoyen, on va dire, de la société civile pour encourager une consommation moins passive et en tout cas, voilà, encourager une consommation à l'échelle locale. Alors évidemment, aujourd'hui, ce mouvement bénéficie de la publicité négative faite autour d'Amazon, qui est l'objet d'un certain nombre de demandes d'informations dans quelques-uns de ces pays concernant ces méthodes d'optimisation fiscale. Alors concrètement, c'est quoi? Ça veut dire toute une déclinaison, toute une batterie d'opérations de communication collective avec du matériel marketing, des clubs de lecture, des listes de sélection d'ouvrages, des prix littéraires, voilà, des partenaires médias évidemment, et puis la collaboration, le soutien des éditeurs. Alors on retrouve ce principe, pas sous ce label, ni Buy Local, ni IndieBound, en Espagne. On retrouve ce principe aussi, cette façon de souligner la fonction sociale de la librairie, donc avec le jour des librairies, qui est organisé par la Confédération des libraires espagnols, le dernier jour du mois de novembre, donc juste avant Noël, et voilà, qui souligne là aussi le fait que la librairie est au centre d'un réseau social physique. Et le slogan de cette journée, où les libraires participants ferment à 22h, le slogan c'est « Acheter un livre dans une librairie indépendante a une valeur ajoutée et les lecteurs le savent ». Voilà. Alors, concernant Internet, puisque c'est un chapitre important, bien sûr, là, à vrai dire, le positionnement il est à peu près le même vis-à-vis des services, l'offre de services en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, les libraires jouent sur cette différenciation par rapport à leurs concurrents, jouent sur la conscience que les libraires ne peuvent pas concurrencer les géants du net, ni même prétendre dupliquer une logique web qui est immédiatement globalisante, on va dire. Et en Espagne, par exemple, on compte beaucoup sur un site de géolocalisation qui s'appelle Todos tus libros, vous voyez sur cette diapositive, qui est couplé avec 3 autres sites de recommandation de livres papier. Et tous sont orchestrés, chapeautés par la Confédération. Ils ont pu être mis en place par des libraires individuellement, mais ils ont été repris par la Confédération. Et alors justement, à l'heure à laquelle on parle, là, c'est la foire de Madrid et on attend des annonces, peut-être qu'elles ont eu lieu d'ailleurs, du président de la Confédération concernant la création d'une plateforme commune de libraires pour vendre du livre numérique. Alors justement, il y a une recherche, le plus souvent à l'échelle des associations représentatives, il y a une recherche d'un modèle commercial qui permette de faire coexister le papier et le numérique. Même si la plupart des libraires qui, pour beaucoup, se sont quand même dotés de sites, bien sûr, mais aussi de sites de vente. En tout cas, voilà, les libraires rencontrés, la plupart se sentent, on va dire, relativement peu concernés par le numérique, par la vente en ligne. Peut-être hormis les indépendants américains qui ont connu une hausse de 28% de leur chiffre d'affaires réalisé avec leur vente en ligne, d'après les statistiques de leur association. Enfin, voilà, disons que les libraires comptent sur Internet plus d'un point de vue marketing pour véhiculer leur image, pour montrer qu'ils sont modernes, pour véhiculer de l'information sur leur librairie, toujours pour animer cette logique de communauté, avec des retraits en magasin, par exemple. Et alors, sur ce point, les libraires anglais se félicitent de disposer de délais de livraison en 24 heures, selon eux, assurés par les grossistes. Il y a 2 grossistes principaux au Royaume-Uni, qui sont Gardners et Bertram. Alors, concernant le retrait en magasin, les libraires se sont soit pourvus de systèmes maison, soit font appel à des solutions clés en main fournies généralement par les grossistes ou les distributeurs nationaux, et je vous ai donné quelques exemples là, sur cette diapositive. Concernant les livres numériques, eh bien, il y a un certain nombre d'initiatives collectives, mais ce qu'il faut citer, je pense, c'est le partenariat en cours aux États-Unis, au Royaume-Uni et donc peut-être en Espagne avec Kobo. Alors là aussi organisé par les associations représentatives,
Alors des partenariats avec Kobo qui consistent en fait à la chose suivante. Donc c'est au Royaume-Uni, le libraire signe un contrat non exclusif d'1 an avec Kobo, donc qui s'occupe de l'intégration totale de l'environnement Kobo sur le site du libraire, solution complète de vente de livres numériques. Le libraire s'engage à prendre au moins 5 appareils Kobo en librairie. Et la commission sur la vente des appareils est minime, elle est de 5%, un peu plus sur les accessoires, 50%. Et puis, alors le numéro de série de l'appareil acheté permet d'affecter la vente au libraire chez qui la vente de l'appareil a été faite, en fait, quel que soit le pays où est acheté le livre numérique. Et là, la commission est beaucoup plus faible, hein, et ils disent assez honnêtement qu'en fait, c'est un nombre qui n'atteint pas 2 chiffres. Alors, on conclut ? Oui. On conclut. Bon, voilà, on est dans une période de doute, hein, les libraires en témoignent eux-mêmes, hein, je parle pour eux, disons, enfin je relais ce qu'ils ont pu nous dire, donc des doutes même quant à la pérennité de la librairie, des doutes même sur le statut du livre. Mais voilà, ce que les libraires, et alors sans doute plus les libraires espagnols, demandent à leurs partenaires professionnels, c'est alors voilà la reconnaissance de cette spécificité du métier de la librairie, la reconnaissance de la nécessité de la librairie, et à la faveur des bouleversements actuels, justement, voilà, ça peut être l'occasion de réfléchir à une certaine révision, une certaine refondation du fonctionnement global de la chaîne. Et ça serait évidemment des points de remise supplémentaires. Et les libraires espagnols ont obtenu, il y a assez longtemps, à vrai dire, dès 1997, des remises supplémentaires grâce à un outil d'achat groupé qui s'appelle Librerías L. Vous voyez son nom affiché. Alors, bon, voilà, des points de remise supplémentaires. C'est aussi des diverses expérimentations pour générer de la trésorerie, comme au Royaume-Uni où est expérimentée une formule de généralisation du dépôt. Et puis, c'est plus globalement recentré la vente de livres en librairie, moins compter sur un éparpillement des ventes dans une multiplicité de circuits. Et puis, c'est reconnaître le rôle catalyseur de la librairie dans les ventes en général. Comme justement le SLF nous a accompagnés dans le processus de préparation de cette étude, donc comment vous réagissez à ces résultats, aux données qui ont été rassemblées? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, réjoui, inquiété? Écoutez, en quelques mots, parce que je vais aller accueillir Aurélie Filippetti qui ne va pas tarder à arriver. Moi, il y a plusieurs choses qui me frappent. D'abord, la similitude des problématiques dans les différents pays. Ce qui montre que non seulement nous ne devons pas regarder les problèmes dans nos librairies uniquement, nous devons le regarder à l'échelle collective au niveau de la France, mais nous devons aussi nous inspirer de ce qui se passe ailleurs, car parfois certains pays ont pris de l'avance ou ont souffert de difficultés avant nous, et je ne crois pas qu'on puisse réinventer la poudre tous les 4 matins, et donc je suis assez partisan de l'idée de regarder ailleurs ce qui se passe, et je vous remercie pour cette étude parce qu'elle nous apporte beaucoup de choses. Le SLF a adhéré à l'Association des libraires européens cette année avec exactement cette idée, c'est-à-dire l'idée que nous devions parler avec les autres libraires du monde, puisqu'il y a aussi l'Association des libraires mondiaux, parce que Amazon est partout. Et la problématique du numérique qui arrive, la problématique d'Amazon qui gagne des parts de marché en faisant des petites... des petits soubresauts fiscaux, ça se passe partout dans le monde. Et donc, tout le monde cherche les mêmes solutions. Tous les pays du monde voudraient inventer la taxe Amazon, qui est très difficile à faire. Et donc, je crois que ça, c'est le premier enseignement. Nous avons des spécificités en France, mais finalement, nous sommes sur un marché du livre qui a des évolutions dans la plupart des pays occidentaux, des évolutions assez semblables. La deuxième chose, et ça découle de la première, c'est que certains libraires, dans certains pays, ont vraiment élaboré des stratégies, notamment de communication,
anti-Amazon, anti-perte de clients. Et je crois que c'est ça que nous devons regarder maintenant. Et donc, le SLF va consacrer une part importante de son énergie dès la rentrée pour pouvoir, nous aussi, construire une campagne de communication importante à destination des élus, du grand public, des médias, qui permettra, je crois, de faire finalement le pendant de ce que nos confrères espagnols, américains, anglais ou allemands ont fait. Voilà, je dirais que c'est ça les principaux éléments. Après, je vous invite vraiment à aller voir l'étude. C'est vrai qu'il y a 110 pages, mais il ne faut pas se rebuter à ce chiffre. Alors, il ne faut peut-être pas l'imprimer tout de suite, vous pouvez la lire à l'écran, et imprimer les pages qui vous concernent, qui vous intéresseront le plus, mais c'est truffé d'exemples. Je crois que finalement, j'ai trouvé que la lecture de cette étude, elle n'était pas du tout déprimante, elle était au contraire enthousiasmante parce que on voit que dans certains pays, des libraires ont essayé des choses que nous n'avons pas encore essayées. Et c'est ça que je veux retenir. Il y a encore des pistes à mettre en avant, des pistes à développer, et je suis persuadé qu'un certain nombre de ces pistes fonctionneront en France. Voilà. Excusez-moi, je vous abandonne, mais on se revoit bientôt. Merci Mathieu. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle des questions ou des réactions ? Je ne vous cache pas qu'on ne voit pas, oui, devant. Alors, je ne sais pas où sont les micros. Je ne vous cache pas que de la tribune, on voit très mal les mains se lever. Nous sommes éblouis par les projecteurs. Un micro. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un micro pour monsieur devant qui voudrait poser une question ? Voilà, le micro est en train de descendre l'escalier. Bonjour, donc Daniel Cohen, librairie Super Héros à Paris et groupement des libraires de bande dessinée. Alors, on nous parle du modèle allemand, et là, sur l'étude que vous avez présentée, on s'aperçoit que l'Allemagne, avec 82 millions d'habitants, fait le double du chiffre d'affaires livre que la France, a des meilleures remises, a un vrai prix unique, et donc semble s'en tirer beaucoup mieux que la France dans ce cas précis. Voilà, est-ce le cas ou pas? Est-ce que j'ai mal lu les chiffres? Et sinon, est-ce que le système de prix unique du livre réel ne serait pas le bon modèle pour le livre en France? J'ai pas compris sur le prix unique. Il y a le prix unique dans les deux cas. Oui. Non, en France, il n'y a pas de prix unique. Il y a 5% possible, donc c'est un faux prix unique. Mais en Allemagne... Voilà. En Allemagne, le prix unique est valable d'abord 18 mois. Les éditeurs, ensuite, ont le choix de continuer, de prolonger le prix unique. Ok, mais on peut parler de vrai prix unique pendant une période de 18 mois, ce qui n'est pas le cas en France. On l'a vu dans votre tableau. En Espagne, on peut faire des rabais à certains niveaux. En France, on peut faire un rabais de 5%, ce qui obscurcit totalement le message de prix unique. Donc, là, c'est pas notre propos d'entrer dans ce débat-là ici. Je pense pas que ce soit en tout cas ce qui puisse expliquer les différences statistiques. Enfin, c'est pas les 5% qui expliquent les différences. C'était pour savoir si effectivement on pouvait faire un lien entre le nombre d'habitants, le chiffre d'affaires global du livre, qui est, je vous dis, le nombre d'habitants 82 millions, 66 millions en France, le chiffre d'affaires global du livre 9,6 milliards en Allemagne, 4,6 en France, et puis donc ce système de prix réellement unique. Honnêtement, ça me paraît un raccourci. Excusez-moi, attendez, pour finir, ça me paraît un raccourci pour rapide. Ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit. Mais excusez-moi, si je peux juste. Attendez, laissez-moi juste terminer. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, qui sont quel est le niveau par rapport au chiffre d'affaires. Il y a le niveau du prix public qui détermine quand même aussi le chiffre d'affaires. Donc ça me paraît un peu difficile de faire ce genre de raccourci. Non, je ne fais pas du tout de raccourci. C'est vous les experts qui présentez une étude, donc je vous pose une question. Oui, mais je vous répondrai que la différence de chiffre
chiffre d'affaires entre la France et l'Allemagne s'explique aussi par le prix de vente public des livres qui n'est pas forcément le même, mais pas le prix, c'est pas le fait que ce soit unique ou pas. Voilà, oui, le prix moyen était de 11,60 € en France et de 13,40 par en exemple, Allemagne. Voilà. J'ai retenu ça de mémoire. C'est un élément. Donc là, c'est une logique d'économie éditoriale qui n'est pas l'objet de l'étude, hein, où on a quand même tenté de s'intéresser à l'objet de la librairie en particulier. Et je ne suis pas sûre que les 5% de rabais en France expliquent le fait qu'il y a un chiffre d'affaires aussi différent. Voilà. Enfin, c'est pas... Ok, bon, j'ai ma réponse, c'est bon. Voilà, Moi, après, c'est une question vraiment d'économie éditoriale et de production éditoriale. Par rapport à la comparaison entre Mario, la Carline à Forcalquier, j'aimerais rajouter un autre élément de comparaison avec l'Allemagne, parce que c'est un peu mon dada, mais parce que moi, je suis dans une petite ville un peu éloignée et que je souffre de ce problème de délai de livraison. En Allemagne, ils ont un système de distribution extrêmement décentralisé qui fait que n'importe quelle petite librairie de petite ville dans toute l'Allemagne peut avoir ses livres en 2 jours. Et donc peut-être que ça peut expliquer aussi qu'ils arrivent peut-être à résister mieux à la pression d'Amazon, parce que notre problème en petite librairie indépendante ou même en grosse librairie, c'est pas tellement les chaînes. D'ailleurs, on voit bien que les chaînes, elles résistent mal à la concurrence d'Internet. C'est plutôt Internet, pas parce qu'on n'a pas un bon service par ailleurs, mais parce qu'on a un mauvais service en termes de délai de livraison pour nos commandes clients. Alors, en Allemagne, hier justement, j'en discutais avec M. Schmitt, s'il veut réagir et donner des détails. En fait, en Allemagne, donc, la distribution, elle est aussi beaucoup assurée par 2 grossistes principaux, Libri et NKV. C'est un peu comme au Royaume-Uni, où il y a 2 grossistes principaux vraiment très importants. Aux Pays-Bas aussi, c'est très centralisé aux Pays-Bas. Alors là, c'est carrément même monopolisé par Central Boekhuis, si on prononce bien comme ça. Et donc, en fait, alors, ce que disait M. Schmitt hier, c'était très intéressant, je vais me permettre de reprendre son argument, c'est aussi, bon, effectivement, là, j'ai indiqué la superficie des pays, la population, et fait donc des calculs rapides pour rapporter la population au nombre de points de vente, mais c'est vrai qu'il faut compter aussi avec le nombre de communes à distribuer, et en Allemagne, c'est vrai qu'il y en aurait moins. Après, c'est vrai que le système de grossistes, donc il y a quand même le paramètre de la géographie, de la configuration des pays eux-mêmes. Et puis, il y a effectivement la fourniture de livres par les grossistes qui est particulièrement performante. Je crois que c'est vraiment la différence majeure. C'est pas le problème de la localisation, c'est le problème parce qu'on a des systèmes en Allemagne ou aux Pays-Bas aussi qui sont extrêmement centralisés, au contraire. Mais simplement, vous avez une structure de grossistes indépendants qui assure la distribution de l'ensemble de la production sur l'ensemble du pays. Donc c'est tout à fait un autre système que celui que nous connaissons en France, où la distribution, il y a plusieurs sociétés de distribution qui dépendent des principaux groupes d'édition. Oui, d'autres questions? Je ne sais pas, j'en vois une là, mais oui. Oui, j'aurais eu besoin juste de détails sur le numérique. Oui, pardon, je suis libraire de Bagatelle à Neuilly. Vous avez montré qu'au Royaume-Uni, il y avait maintenant 12% en gros de ventes en ligne. Est-ce que vous pouvez m'apporter des détails? C'est-à-dire, est-ce que à l'étranger, des librairies ont pris l'option de vendre en magasin du numérique? Et est-ce que c'est en croissance? C'est-à-dire que est-ce qu'à l'étranger, ils le font? Est-ce que cette vente en ligne se fait aussi, enfin, pas cette vente en ligne, mais cette vente de numérique se fait dans les magasins, dans les librairies physiques? Et aussi, quelles sont les marges qui sont attribuées pour du numérique à l'étranger? Numérique, hein, les e-books. Numérique. Alors, ce que je disais tout à l'heure à propos de Kobo, c'est du numérique en magasin. Enfin, c'est une formule proposée pour mettre du numérique en magasin et des appareils en magasin, par exemple. Et donc, la commission, elle est vraiment faible, hein, en dessous de 10, même sans doute moins. Il y a d'autres... Il y a une autre initiative au Royaume-Uni qui est encore une fois orchestrée par la Booksellers Association, qui, avec sa société qui s'appelle National Book Tokens, c'est des systèmes de chèques cadeaux en fait habituellement, et donc là ils ont décliné 3 systèmes avec ces cartes cadeaux de manière à pouvoir vendre sur le site du libraire ou carrément en librairie par le biais de ces cartes cadeaux. Alors, sinon, en Espagne, il y a des solutions donc collectives, comme je disais, ou parfois, à l'initiative d'un libraire qui réussit à réunir autour de lui ses confrères.
Mais la commission, elle est, je pense, sensiblement la même qu'en France, c'est 20-25%. Un livre numérique en Espagne, ça coûte 9,99 € à peu près. Voilà. Mais en librairie, le numérique en librairie, je pense, comme ça, je fais rapidement le tour, c'est Kobo. Pardon ? Oui, non, peut-être pour le... Enfin, ce qu'on peut dire pour être très direct, c'est qu'en gros, sur le numérique, personne n'a trouvé la pierre philosophale dans la librairie indépendante. Hein, c'est très clair. À la limite, les expériences sont plus avancées sur la vente en ligne physique, mais sur la vente en ligne numérique, pour l'instant, pas grand-chose. Les Américains sont en train d'essayer de réfléchir à des systèmes autres que le partenariat qu'ils ont établi avec Kobo. Mais bon, tout ça est quand même très embryonnaire, même dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, où le poids du numérique est très important. Mais du coup, ça veut juste dire que la vente du numérique pour une librairie indépendante est possible en ligne, mais quasiment inexistante en magasin, en gros, c'est ça ? Qu'est-ce que vous appelez en magasin ? C'est-à-dire qu'il y aurait des bornes en magasin, par exemple ? C'est-à-dire quelqu'un qui vient voir son libraire pour lui dire bonjour et qui voudrait un livre sur sa tablette. Eh bien oui, il y en a très peu. Oui, il y en a très peu, mais c'est possible. Aux États-Unis, c'est possible de faire ça. Simplement, ce que les libraires observent pour l'instant, c'est que c'est pas un trafic important, mais l'offre existe, elle commence, mais ça bute sur des complexités techniques, parce qu'il faut s'inscrire. Enfin, même avec Kobo, il faut s'inscrire. En fait, ma question, c'est est-ce que le marché est en train de nous échapper ? Il y a un marché de numérique. On ne peut pas dire qu'il y a 12% au Royaume-Uni. Disons que le marché, c'est pas qu'il vous échappe, c'est qu'il est né hors de vous. Et donc la question est de savoir s'il y a un moyen d'en rattraper une petite partie. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des tentatives un peu partout, mais pour l'instant, c'est vraiment, on est encore dans de l'expérimentation, quasiment. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que de ce point de vue, je crois qu'on est à peu près tous logés à la même enseigne. Il y a, au Royaume-Uni, par exemple, où justement, voilà, la part du numérique est vraiment de plus en plus importante. Les libraires disent aussi qu'ils ont très peu de demandes de la part de leur clientèle. C'est-à-dire que les gens peuvent s'être dotés de Kindle, etc., mais continuent à venir acheter des livres chez eux. Voilà. En revanche, il existe une offre. Les Américains ont une offre. Les libraires indépendants américains ont une offre numérique. Simplement, c'est pas un marché, c'est juste une offre. Oui. Pardon, je voulais juste intervenir une seconde, François Maillot, librairie La Procure, pour dire que la vente en magasin de numérique, elle existe aussi en France, et c'est ce qu'on fait avec Bookin. Voilà, donc il n'y a pas que Kobo. Oui, non, bien sûr. Non, mais c'est juste une petite information pour tous nos amis. Oui, moi aussi, je voudrais intervenir sur le numérique. Bonjour, Yvan Berton, libraire L'Esprit Livre à Lyon. En fait, il faut quand même qu'on arrête de se fantasmer sur ce numérique. Il n'y a pas de marché actuellement. C'est 1,8% du marché du livre. Je ne vois pas pourquoi, nous, dans nos librairies, on se mettrait à investir des sommes considérables, se transformer en gestionnaire ensuite de SAV sur tous les systèmes informatiques pour un marché qui n'existe pas. Et donc 80% aujourd'hui est le fait des collectivités qui nous demandent de venir sur ce marché qui n'existe pas. Donc il faudrait quand même replacer ça dans ce contexte-là et qu'on arrête de fantasmer sur ce faux marché numérique. Voilà, aujourd'hui on vend du papier. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, on ne fantasme pas. Ce qu'on constate simplement, c'est que il y a des pays où, enfin, aux États-Unis, dans le trade, la part du numérique, elle est à 21%. En Angleterre, elle est à 12%. Et donc, oui, mais aux États-Unis, le réseau de libraires indépendants a été détruit. Oui. Et le constat, mais le constat qu'on fait simplement à travers l'étude, si vous voulez, c'est pas. Après, on n'a pas de position sur ce que vous avez dit, mais le constat qu'on peut faire simplement, c'est que les libraires de ces pays-là sont eux confrontés au numérique et cherchent des réponses. Voilà. Et à vrai dire, ils peuvent dire la même chose que vous. Hein. Il y a des points de convergence de ce point de vue. C'est-à-dire, ils disent, c'est pas mon métier, c'est autre chose. Oui, certains disent, même si c'est pas mon métier, je vais quand même montrer à ma clientèle, aux éditeurs que je m'y intéresse, voilà, que je me tiens au courant. Mais voilà, c'est pas... Non, mais nous sommes très conscients des capacités des outils informatiques. Nous les utilisons tous les jours. Nous faisons des newsletters, nous animons des pages Facebook, etc. C'est simplement qu'à un moment donné, j'aimerais bien que cesse cet appel constant, cette pression à nous faire travailler du numérique alors que personne n'achète du numérique.
personne ne vient dans nos librairies nous solliciter en permanence d'avoir du numérique. Voilà. Enfin, l'objet de cette étude, en tout cas, n'est pas de faire pression dans ce sens, ni dans un autre sens, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que nous passions la parole à la ministre de la Culture ? Stéphane Michalon, 10 pagines. C'était juste pour sortir du fantasme, par ailleurs, sur les coûts faramineux d'investissement pour un libraire. Donc, on a beaucoup critiqué les SS2I régulièrement. Il n'empêche que là, pour une fois, c'est les SS2I qui font ces investissements. Et je suis désolé, même si, ok, vous pouvez constater qu'il n'y a pas encore beaucoup de marché, etc. Aujourd'hui, un libraire qui veut proposer du livre numérique à ses clients, il n'a pas besoin d'investir beaucoup, voire presque rien. Bien, ben merci à tous.